C'est tout pour le 4.2.2026. Quatrième année, jour 346 depuis le début de l'inversion totale. Bienvenue et salutations. Concernant le rapport de situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons une transformation extrêmement intéressante au sein de l'armée russe. Nous voyons aussi comment les gens ici, en Ukraine et aussi en Russie, supportent d'une manière ou d'une autre ces températures vraiment très froides. Nous voyons aussi un aperçu de l'économie russe, d'autres crimes de guerre et plus encore. Mais avant cela, Pat, vous connaissez tous Pat, il gère la boutique de produits à compte dérivés chez moi. Et bien sûr, nous connaissons aussi tous les véhicules que nous avons apportés en Ukraine grâce à nos collectes de dons. Ou plutôt, qu'il a lui-même partiellement apporté en Ukraine. Car lors de ses voyages là-bas, il prenait toujours l'un des véhicules donnés et l'amenait sur place. Il a réalisé une vidéo pour montrer le déroulement et ses observations lors de son dernier voyage. Il a notamment assisté en direct à des attaques de roquettes à Kharkiv. J'ai promis de citer la vidéo ici, elle est très intéressante et dure environ 10 minutes. Donc elle est assez courte et concise comme nous en avons l'habitude sur cette chaîne, et elle offre un aperçu très intéressant du point de vue d'un bénévole que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Le lien de la vidéo est dans la description et sera aussi à la fin pour que vous le retrouviez facilement. Il évoque aussi les pannes de GPS et les lieux où elles sont inacceptables. C'est crucial pour la technologie des drones, surtout si seules les alternatives russes moins précises sont disponibles. C'est pourquoi il y a beaucoup de drones sur lesquels les soldats russes ont installé des terminaux Starlink. Et sur l'un de ces terminaux Starlink, comme nous pouvons le voir ici, il a été monté sur un drone Gerbera russe. Les Russes l'ont-ils laissé un petit message ? Il y a quelque chose d'écrit dessus, comme quoi Elon Musk est une tapette. Cela vient sûrement du fait qu'il a empêché les Russes d'utiliser Starlink au-delà de 75 km/h. C'est évidemment très mauvais pour un drone allant à 160 km/h. C'est leur manière d'exprimer leur frustration. Au fait, la Gerbera est un drone assez intéressant. Elle peut être utilisée comme drone kamikaze, mais aussi effectuer des missions de reconnaissance. Elle relaie des signaux pour augmenter la portée ou renforcer la résistance des autres drones à la guerre électronique. On peut aussi la faire voler en essaim avec des drones Shahed ou Gérant 2, ce qui offre une certaine protection contre la défense anti-aérienne. Ce dispositif, principalement en mousse, serait peu coûteux à produire. Cependant, son autonomie de 600 km reste limitée. Si on la compare à d'autres drones, cela reste toutefois généralement suffisant. Voilà pour le drone, il n'est vraiment pas mauvais. La dernière chose que j'ai lue, c'est qu'il coûterait environ 10 000 $ pièce. Ce qui bien sûr est relativement bon marché comparé à une Shahed, surtout si on l'utilise de toute façon comme leurre ou si on peut l'utiliser comme une plateforme assez modulaire. C'est en fait l'un des hivers les plus froids et les plus rudes en Ukraine et en Russie, si l'on compare les dernières années. Et c'est précisément par un temps pareil qu'une guerre cruelle fait rage. Les soldats sont généralement ceux qui s'en sortent le mieux dans cette guerre, ou en général dans les guerres, les soldats s'en sortent le mieux. Ils sont approvisionnés de façon régulière, et on s'occupe généralement mieux d'eux. Mieux que de sa propre population, et surtout mieux que de la population dans les territoires occupés. Ils sont en première ligne et peuvent théoriquement avoir un impact mesurable sur le terrain plus tard. La Russie a presque complètement détruit les infrastructures énergétiques dans la plupart des grandes villes. Ce sont surtout les producteurs d'énergie qui sont fortement touchés, ce qui fait que beaucoup de gens ont froid. Cela touche surtout les personnes âgées, enfants et nouveau-nés. De nombreux exemples de solidarité existent à Kiev, notamment dans le quartier touché de Dresniansky, où Mara, originaire du Kazakhstan, a installé une yourte chauffée. Là, il prépare des plats chauds et offre aux gens au moins temporairement un abri contre le froid ainsi que quelque chose de chaud à manger. La Russie cherche à geler l'Ukraine en frappant ses infrastructures énergétiques, mais une autre réalité apparaît aussi chez elle. Selon Novaya Gazeta Europe, rien qu'en janvier, plus de 1700 incidents publics liés à l'approvisionnement en eau, en électricité et au chauffage ont été signalés en Russie. C'est presque 2 fois plus qu'en janvier de l'année précédente. Les régions frontalières de Belgorod, Mourmansk et la région de Krasnodar ont été particulièrement touchées, où d'ailleurs des drones ukrainiens consomment souvent de l'énergie. Dans de nombreux endroits, les gens vivent sans eau pendant des semaines, fondent en de la neige pour cuisiner, stockent la nourriture dehors faute de réfrigérateur et restent dans des appartements à 10 degrés Celsius. On se chauffe parfois avec des cuisinières à gaz, si disponibles, à cause du mauvais état des infrastructures. En moyenne, environ 40% des réseaux en Russie sont considérés comme vétustes, et dans certaines régions, ce chiffre atteint même 80%. Dans le même temps, seule une fraction des rénovations nécessaires est réalisée chaque année.
Ce qui est particulièrement amer, c'est l'ironie de certains endroits. À Engels, par exemple, les habitants demandent désespérément de l'aide, car il manque de chauffage et d'eau chaude. C'est dans cette ville que la flotte de bombardiers russes décolle pour frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant les villes dans l'obscurité et le froid. Dans la région de Pokrovsk, des unités de la garde frontière sont également en service en ce moment. Là-bas, ils ont pu secourir un soldat du côté russe qui montrait déjà des signes évidents d'hypothermie. Malgré les tirs, il a été évacué vers une zone plus sûre. Ces contrastes restent difficiles à ignorer. Alors que des milliards de roquettes et de drones affluent, les civils des deux côtés luttent contre le froid, l'obscurité et l'effondrement des services de base. Il est d'autant plus crucial de soutenir les Ukrainiens qui doivent survivre à l'hiver dans des conditions extrêmes. Restons à Pokrovsk, où nous enregistrons un nouveau gain de terrain, après avoir déjà examiné hier celui plus au sud-ouest près d'Oudachne. Aujourd'hui, dans la zone rouge foncée, un Ukrainien a reculé, créant un nouveau tampon entre la ville et les lignes ukrainiennes. Les Ukrainiens sont actuellement à ce niveau, où ils ont été vus pour la dernière fois, alors qu'il n'y a presque plus de géolocalisation depuis des heures ou jours au nord de Pokrovsk. Les Russes tentent des attaques vers le nord, vers Rudinsky et vers Trechine. En plus de gagner du terrain, un changement notable se produit aussi côté russe. Car un peu plus au nord-est, c'est-à-dire ici, à cet endroit, la 120e a été repérée. La division d'infanterie de marine a été déplacée près de la 55e. Mais qu'est-ce que la 55e division d'infanterie de marine et pourquoi est-elle si importante ? Je suis certain que beaucoup ignorent cette division, mais en réalité, vous la connaissez déjà très bien. Surtout les spectateurs qui fréquentent très souvent cette chaîne. Après que les Ukrainiens ont transformé leur armée en une structure de corps, les forces russes sont également en train de procéder à une vaste réorganisation structurelle, revenant progressivement d'une structure de brigade à une structure de division. L'objectif est de créer des unités plus grandes, avec plus d'autonomie et de résistance, du moins en théorie. Le cas le plus évident et confirmé jusqu'à présent est la transformation de la très célèbre 155e brigade d'infanterie de marine de la flotte du Pacifique en la 55e. Division d'infanterie de marine, dernier et plus célèbre exemple de brigade officiellement devenue division. Du côté russe, on parle de promotion. Auparavant, la 200e brigade motorisée indépendante avait déjà été transformée en la 71e division de garde fusiliers. Ces deux cas s'inscrivent dans un plan plus large annoncé en 2022 par le ministre de la Défense Shoigu, la création de 17 nouvelles divisions au total. L'histoire de la 155e brigade d'infanterie de marine est particulièrement remarquable. Cette unité est l'une des formations les plus malchanceuses et touchées de l'armée russe dans cette guerre. Elle a tant perdu que j'ai dû faire une vidéo sur le sujet. Déjà en 2023, elle a été déployée plusieurs fois à Bouldar et presque toujours anéantie. Dans un cas célèbre, la brigade a traversé un champ de mines bien connu, subissant des pertes énormes. Seuls 13% ont survécu à l'attaque. On estime que parfois seuls 2 à 3% des soldats de l'unité servaient ici avant la guerre, issus de l'unité d'origine. Le reste tombait ou était sans cesse remplacé par de nouvelles recrues. Malgré les pertes, l'unité a été plusieurs fois reconstituée et réengagée, soulevant la question de la durée de survie de cette brigade. Plus tard, elle a également été déployée dans la région de Koursk, où les forces ukrainiennes ont presque entièrement éliminé l'état-major de l'unité par une frappe de précision sur leur base. Ici, la transformation en division semble davantage une réorganisation administrative qu'un signe de force ou de valorisation, pour une troupe très décimée composée de soldats peu expérimentés au combat. Les analystes soulignent également que beaucoup des divisions nouvellement créées n'ont même pas atteint leur effectif prévu. De lourdes pertes, des combats en cours et des problèmes de personnel empêchent un remplissage complet. Mais nous observons des choses similaires du côté ukrainien. Ce n'est donc pas seulement un problème du côté russe, je tiens à le préciser clairement. De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les divisions d'infanterie de marine. Le ministère russe évoque 5 nouvelles divisions, mais une seule s'est confirmée à ce jour. La réorganisation semble surtout masquer des problèmes structurels plutôt qu'apporter un vrai progrès. Le retour à la structure divisionnaire montre la capacité d'agir. Dans de nombreux cas, cependant, une telle grande unité n'existe que sur le papier plutôt que sur le terrain, car elle doit encore porter les lourds héritages des années passées.
Les revenus russes des centrales pétrolières ont chuté de moitié en janvier par rapport à l'an dernier, atteignant leur plus bas niveau depuis juillet 2020 selon Reuters. L'État russe a perçu environ 393 milliards de roubles en janvier, bien moins qu'en décembre et l'an passé. Cela s'explique par la chute des prix du pétrole et un rouble plus fort, réduisant les revenus d'exportation. Les revenus du pétrole et du gaz sont en effet très centraux pour la Russie. Ils représentent un quart de l'ensemble des recettes de l'État. Dans le même temps, le budget est également soumis à une forte pression, car les dépenses pour l'armée et la sécurité intérieure ont fortement augmenté depuis le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Personne n'imaginait que la guerre durerait plus de 3 jours. Fin 2025, un déficit budgétaire majeur de 5,6 billions de roubles n'a toujours pas été comblé. Du côté russe, on suppose certes que l'on réalisera plus de revenus dans le secteur de l'énergie cette année, mais ils ont déjà baissé de 24% l'année dernière. Donc cela pourrait déjà être assez difficile. La panique règne et on cherche des solutions, car c'est la principale source de financement de l'État russe qui ne doit pas faiblir en pleine guerre. Merci aux abonnés, membres, équipe Algo et spécialement au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dietrich Freyji-Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour une nouvelle mise à jour.